Eh bien, parfois, il faut savoir se taire et surtout apprécier le moment présent, et c'est ce que je vais faire. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 22 novembre 2024. Et le show bleu va s'ouvrir avec Solo, Sikoa et sa Bloodline sur le ring. Il va demander à Salt Lake City de le reconnaître en tant que chef de tribu. Son équipe va dominer le War Games. Selon lui, Roman Reigns n'est pas encore là ce soir, mais il veut le retrouver plus tard dans la soirée, face à face sur le ring, pour qu'il accepte les termes de sa reddition. Alors clairement, on aurait pu faire cette promo en backstage. Cette promo sur le ring n'avait pas grand intérêt. On aurait très bien pu la faire en coulisses. J'ai pas trop compris pourquoi on a fait ça. Il n'y a rien à retenir, à part que, encore une fois, on joue sur le fait que Roman Reigns n'est pas encore présent. C'est une habitude qu'on a avec Roman Reigns et avec la présentation de Roman Reigns. On nous dit souvent, il n'est pas là au tout début du show, il n'est pas présent pour le moment, mais il va arriver finalement pour la fin de show. On laisse toujours une espèce de suspense sur sa présence ou non. Je ne sais pas si c'est bien ou pas d'ailleurs, parce que maintenant on a compris qu'il serait présent bien sûr. Mais bref, un segment un peu inutile. Bianca Belair fait face à Blair Davenport qui fait face à Chelsea Green. Un combat à 3 donc pour se qualifier en demi-finale du tournoi pour le titre des États-Unis féminin. Un combat de 6-7 minutes et le combat était vraiment bon dans une très belle ambiance. Le public a deux chouchous, deux préférés dans le match, Bianca Belair évidemment, mais aussi Chelsea Green. Le public va être à fond derrière Green lors de ce match. Et comme je le disais, c'est un super match. On y revoit en plus Blair Davenport, qu'on n'avait pas vu depuis des semaines, voire des mois. Et elle fait plutôt une performance très correcte lors de ce match. Je trouve qu'elle ne fait pas tâche avec Chelsea Green et Bianca Belair. Belair fait du Belair, donc c'est fantastique, comme toujours. Et on est ravis de la revoir en solo. Moi, c'est toujours un bonheur de la voir en solo. C'est bien en équipe, mais Belair en solo, c'est quand même autre chose. Et Green aussi est au niveau. Donc franchement, je me régale, c'est un vrai combat à 3. On a de vrais combos, des German suplex portés à 2, une Bianca Belair qui essaye de s'en sortir face aux deux heels, mais c'est pas évident de gérer tout le monde justement. Et puis pendant le combat, en backstage, on va voir que Jade Cargill a été attaqué et balancé sur le pare-brise d'une voiture. On se doute bien que c'est l'équipe de Liv Morgan des War Games qui s'en est prise à elle. Et donc du coup, Bianca Belair va quitter le combat. Chelsea Green va donc se retrouver en 1 contre 1 face à Blair Davenport et va remporter ce combat avec une énorme pop. Alors Chelsea Green pour moi c'est l'une des favorites de ce tournoi. Mes deux favorites sont Chelsea Green et Michin. On va donc avoir Chelsea Green en demi-finale qui va faire face à Bayley si je dis pas n'importe quoi. Et on verra bien ce que fait Michin de l'autre côté du tableau. Mais bref, Green avance au prochain tour et se rapproche de la victoire. LA Knight défend son titre de champion des États-Unis face à Santos Escobar. Encore et encore, c'est un combat qu'on a vu et revu, ce qui est bien dommage. Avant que le match se lance, on va avoir une vignette de Shinsuke Nakamura qui va être lancée, où il nous dit que LA Knight a des faiblesses, a des peurs. Les vignettes sont toujours très bien réalisées d'ailleurs, il y a de très belles illustrations. Et du coup, Santos Escobar, pendant cette vignette, va attaquer LA Knight et donc va avoir le dessus sur Knight pour le début du combat. Un match qui va durer 5 minutes. Comme je l'ai dit, c'est un match qu'on a beaucoup vu, ce qui est bien dommage d'ailleurs parce qu'on peut se dire que LA Knight pourrait affronter d'autres adversaires. Il y a d'autres combats plus palpitants à avoir dans cette division pour le titre de champion des États-Unis, donc c'est bien dommage. Nakamura va même apparaître à nouveau pendant le combat alors que LA Knight reprenait le dessus et Santos Escobar justement va en profiter. Énorme frog splash, veut enchaîner derrière, il va porter LA Knight sur ses épaules, mais LA Knight va réussir à se sortir de ce piège et va porter un BFT un peu out of nowhere qui est assez magnifique et donc remporter ce combat. Directement après le match, Nakamura se jette sur LA Knight et va le balancer à plusieurs reprises dans le coin du ring. On en parlait la semaine dernière avec l'arrivée de Shinsuke Nakamura. Est-ce que ce match aura lieu du côté des Survivor Series? Il y a un côté de moi qui a envie d'y croire parce que c'est dans une semaine maintenant et oui, ça arrive très vite. Mais de l'autre, je me dis que ils ne vont pas le rajouter, que c'est peut-être un peu trop tôt et que ce sera lors d'un SmackDown prochain. Le champion de la WWE, Cody Rhodes, est sur le ring et appelle Kevin Owens à le rejoindre. Il sait qu'il est pas loin. Owens va apparaître dans le public portant un t-shirt imitant un costume pour se moquer de Rhodes qui porte toujours des costumes en mode politicien. Rhodes allait le rejoindre, mais la sécurité va s'interposer. Owens ne comprend pas ce qui peut énerver Cody Rhodes, puisque tout ce qui est arrivé jusque-là était de sa faute. Il explique qu'il a affronté la Bloodline pendant 4 ans, qu'il a soutenu Rhodes face à la Bloodline et célébré avec lui à
WrestleMania 40 quand il a battu Roman Reigns. Owens ne comprend pas qu'après tout ça, lorsque Roman Reigns avait besoin d'un partenaire, Rhodes a accepté de jouer ce rôle. Rhodes lui demande de se taire et d'arrêter de se faire passer pour une victime. Personne ne bloque plus Kevin Owens que Kevin Owens lui-même. Il ajoute qu'Owens veut être le numéro 1, mais ne comprend pas que c'est un travail d'équipe, qu'Owens est un Grand Slam champion et l'une des meilleures superstars de sa génération, mais que tout le monde le sait, sauf Owens lui-même. Rhodes poursuit en disant que Randy Orton ne méritait pas ce que Owens lui a fait et que la leçon qu'il va lui donner ne tiendra pas dans une promo comme celle-ci, mais sur le ring, où il va devoir le battre. Owens lui répond qu'il aura son match quand il l'aura décidé, mais ça ne sera certainement pas ce soir. Quand cela arrivera, il fera juste son job. Il a aimé Randy Orton, mais il déteste Cody Rhodes. Alors que Kevin Owens va s'en aller, Rhodes va lui rappeler qu'il ne pense pas que Owens déteste Rhodes, mais que Owens déteste Owens, ajoutant qu'il n'y a plus aucune limite qu'il ne dépassera pas. Eh bien les amis, on est tout simplement sur l'une des promos de l'année 2024, tout simplement. Honnêtement, c'est une promo dont je me souviendrai encore dans des mois et des mois. C'était incroyable. Alors évidemment, le fait que je sois hyper investi dans cette histoire, c'est tout simplement l'histoire qui m'intéresse le plus actuellement à la WWE. Ça joue, bien sûr, mais j'ai trouvé que la passion, le feu qu'avait Cody Rhodes dans cette promo, toute la rage, toute la haine qu'a Kevin Owens pour Cody Rhodes aussi dans cette promo, tout ça mélangé, ça donne quelque chose de passionnant, d'explosif aussi, à tel point que Cody Rhodes n'a même plus de voix à la fin de cette promo parce qu'il a crié, parce qu'il s'est énervé, mais c'est le Cody Rhodes qu'on veut voir dans cette histoire. Un Cody Rhodes qui a perdu l'un de ses meilleurs amis, son mentor Randy Orton à cause de Kevin Owens, eh bien il doit être énervé de cette manière-là. Un Kevin Owens qui lui reproche des choses dont il n'est pas coupable selon lui, eh bien évidemment il doit être énervé de cette manière-là. Bref, on a deux hommes énervés, le match n'a pas encore été annoncé pour Survivor Series, on sait que c'est du côté du Canada, là où est né Kevin Owens, donc on peut espérer que ce soit là-bas aux Series, sinon ce sera Saturday Night Main Event, c'est-à-dire pas maintenant, et ce serait un poil dommage. Tiffany Stratton et Candice LeRae font face à Bayley et Naomi, un combat de 5-6 minutes. Pas grand chose à dire sur ce combat, l'ambiance est correcte, on n'a pas une énorme entente du côté de LeRae et de Stratton. À plusieurs moments on se fait des tags alors qu'on ne veut pas faire de tags tout simplement, donc elle est pas dingue cette ambiance entre les deux. On a bien sûr Nia Jax qui regarde ce match de très près, même de trop près, parce que finalement on va directement aller au but. Nia Jax va intervenir lors de ce match et va s'en prendre à Bayley et Naomi, donc disqualification, victoire de Naomi et Bayley. Après le match, ça va être une bagarre générale parce que tout le monde va venir sur le ring, dont Io Sky, puis Liv Morgan, Raquel Rodriguez, et puis la dernière bien sûr pour obtenir une énorme pop, et Rhea Ripley qui vient avec un kendo stick et qui fait le ménage sur le ring. La pop est gigantesque, on la voit arriver à des kilomètres, vu la situation sur le ring, on sait que Rhea Ripley va apparaître, va venir, mais la pop est titanesque, vraiment rien à dire là-dessus. Alors peu importe le segment qu'ils feront à Raw ou à SmackDown avec ces femmes, c'est clairement pas ça qui va me donner une hype pour le match, qui pour moi n'a pas réellement de cohérence, ne m'intéresse pas beaucoup. Alors il y a des catcheuses de qualité, donc on va attendre un match de qualité, mais pour le reste, la hype n'est pas présente. Tommaso Ciampa fait face à Montez Ford dans un match 1 contre 1 de 5 minutes. Déjà, on est content de voir ce match en 1 contre 1, de voir ces deux superstars catcher en solo, c'est une très bonne chose et on aimerait que ça arrive plus souvent pour Ciampa et pour Montez Ford, et le match était vraiment bon. Alors ça arrive parce que la semaine dernière Ciampa a coûté un gros combat au Street Profit face au Motor City Machine Guns, et les deux sont très énervés, sont très excités et ça se ressent lors de ce match. On a d'énormes prises, d'énormes enchaînements. Je pense à ce swinging netbreaker de la part de Ciampa, je pense à cette énorme powerbomb de Montez Ford dans le coin du ring sur Ciampa, je pense aussi à cet énorme coup de genou sur le tablier du ring porté par Ciampa qui fait projeter Montez Ford sur la table des commentateurs. C'était impressionnant. Non, c'est un superbe match et le public s'investit dans le combat petit à petit, donc c'est plutôt très cool à suivre. L'enchaînement final est génial avec, là encore une fois, un énorme coup de genou out of nowhere de Ciampa. Il pense avoir fait la différence, mais Montez Ford va le contrer avec un roll-up et Montez Ford va remporter ce combat. Après le match, Angelo Dawkins va directement venir sur le ring pour s'en prendre à Ciampa, mais Gargano va calmer tout ça, mais Ciampa va réussir à s'en prendre à Dawkins. Gargano, il est dans une situation encore une fois très délicate, les Motor City Machine Guns vont venir et Ciampa va quitter le ring. Un Gargano qui essaye de tempérer un Ciampa pour le moment, qui essaye de le calmer, mais ça fonctionne
Pas vraiment. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je pense que Gargano va finalement se retourner contre tout le monde et va s'allier à Ciampa dans un heel turn qui sera commun. Et dans le main event, les deux Bloodlines se retrouvent face à face sur le ring. Solo Sikoa explique à Roman Reigns qu'ils ne sont pas là pour se battre ce soir. Il ajoute même que s'il acceptait de s'allier, il pourrait diriger la WWE pendant des décennies. Il n'a personne pour prendre la place du cinquième homme, il n'a pas le choix. Roman Reigns allait répondre, mais on va entendre un Ladies and Gentlemen d'une voix que l'on connaît si bien. C'est Paul Heyman qui fait son retour à la surprise générale. Heyman rappelle avoir été envoyé à travers une table, mais pas de quoi l'empêcher de penser qu'un match Wargames, c'est à 5 contre 5. Et il l'assure, ce sera bien un 5 contre 5 que ce match se jouera. Le thème de CM Punk va retentir et la superstar de Chicago va donc faire son retour pour s'allier à la Bloodline de Roman Reigns. On va avoir droit à une énorme bagarre générale et Roman Reigns et CM Punk vont se retrouver face à face sur le ring pour clôturer cet épisode. Alors vous savez, sur les dernières semaines, je vous parle de cohérence concernant cette Bloodline, même depuis des mois. Là, je mets ça de côté, j'en ai plus rien à faire. Soyons honnêtes, je ne vais pas mentir, le moment est juste cool. Que ce soit cohérent ou non, CM Punk dans la Bloodline avec le retour de Paul Heyman qui reçoit une pop titanesque lui aussi, le moment est juste cool et il faut en profiter. Est-ce que tout ça fait sens? Pourquoi il est là? Pourquoi CM Punk? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée, vraiment aucune idée, mais j'ai envie de mettre mon cerveau de côté, j'ai juste envie de passer un bon moment. Le moment est juste génial, le moment est juste cool. On a un Roman Reigns d'ailleurs qui demande à CM Punk mais qu'est-ce que tu fous là? Parce qu'il faut bien dire que Roman Reigns est surpris lorsque Paul Heyman fait son apparition, donc il n'était pas au courant du tout de ce qui allait se passer. Alors pourquoi CM Punk a accepté cela? Pourquoi Paul Heyman est allé chercher CM Punk? On connaît les liens entre Punk et Heyman, donc c'est plutôt logique à ce niveau-là, mais pourquoi Punk a accepté? Bref, ça on verra bien la semaine prochaine s'il y a une réponse à cela, mais il faut le dire, je suis pas fan du tout de cette histoire, mais quand CM Punk fait son retour, quand Paul Heyman fait son retour et s'allie à la Bloodline, à Roman Reigns, quand ça donne ce genre de moment-là, oui, je mets mon cerveau de côté et j'apprécie le moment présent. Bilan de ce SmackDown, eh bien de mon côté, on sera sur un 9,25 sur 10. Ce SmackDown était vraiment excellent et on est tout proche de la perfection. Même moi qui ne suis pas un fan de tout ce qu'il y a avec la Bloodline, eh bien je dois m'incliner. Le main event et tout ce qu'il s'est passé, peu importe la cohérence, je ne vais pas me répéter, eh bien j'ai passé un bon moment. La promo Cody Owens, c'était quelque chose de fort aussi. Et puis en termes de qualité de match, j'ai été vraiment conquis et ravi lors de ce show. Donc ouais, c'était un très gros SmackDown qui nous annonce du très lourd pour les Survivor Series Wargames qui sont la semaine prochaine. Je rappelle aussi que le SmackDown de la semaine prochaine a été enregistré dans la foulée de ce SmackDown. Comme d'habitude, il n'y aura pas de spoiler sur cette chaîne ou alors sur tous mes réseaux sociaux, ne vous en faites pas. Mais oui, autant ma hype pour les Survivor Series n'était pas incroyable, eh bien j'avoue qu'elle a pris un petit coup de boost avec ce SmackDown. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Et oui, je suis désolé, pas de live cette semaine, mais je suis occupé. Je vous expliquerai pourquoi, mais j'ai quelques petits problèmes en ce moment, donc c'est un peu compliqué. Je vous souhaite un bon week-end. Salut.